18h au Caire, mesdames et messieurs, bonsoir. Nos émissions en langue française prennent la relève jusqu'à 20h, heure locale du Caire, sur Nile TV International. On va commencer tout de suite par le journal qui est aussi diffusé sur la chaîne 2 de la télévision égyptienne et que j'ai le plaisir de présenter en compagnie de ma collègue Imen Al-Aqad. Bonsoir Imen. Bonsoir Ilham, bonsoir mesdames et messieurs et commençons notre journal par les principaux titres. À la une de l'actualité, c'est le cabinet de sécurité israélien qui a approuvé lors de sa réunion aujourd'hui l'accord de cessez-le-feu à Gaza, l'échange des prisonniers arrachés mercredi entre Israël et le mouvement Hamas. Selon le bureau du Premier ministre israélien, cet accord doit entrer en vigueur dimanche entre Israël et le Hamas avec de premières libérations d'otages attendues le jour même. Il est prévu que le gouvernement israélien vote la mise en œuvre de l'accord avant la tenue de la réunion du cabinet de sécurité. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a effectué des consultations avec son équipe de négociation de retour du Qatar. Le président américain élu Donald Trump a réitéré l'importance de mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu et de la libération des otages avant qu'il soit investi le 20 janvier. Donald Trump a assuré que l'accord de cessez-le-feu n'allait pas être arraché dans son intervention personnelle avec son administration prochaine. Une fois que l'accord de cessez-le-feu soit approuvé par le gouvernement israélien, il sera mis en application. Il est prévu que la mise en application de l'accord de cessez-le-feu avec le Qatar et les États-Unis ait lieu dimanche. Les pays du groupe G7 ont annoncé qu'ils approuvent pleinement l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le mouvement Hamas, le qualifiant d'un important développement dans la relance du processus de paix. Dans ce contexte, le G7 a appelé les deux parties en conflit à appliquer intégralement cet accord et à négocier immédiatement et d'une manière efficace les étapes suivantes dans le but d'assurer sa pleine mise en œuvre pour mettre fin aux hostilités entre les deux côtés. Les pays du G7 ont aussi appelé les deux parties à garantir l'acheminement sûr et rapide des aides humanitaires sans entrave, et ce pour sauver la vie des Palestiniens qui souffrent depuis longtemps de l'atroce guerre déclenchée par Israël. Il est à noter que la première phase de l'accord stipule l'intensification de l'accès des aides humanitaires et sa distribution dans toutes les régions de la bande de Gaza et la réhabilitation des hôpitaux, des centres médicaux et des boulangeries. Il s'agit aussi de l'introduction des équipements de la défense nationale et de fournitures pour abriter les personnes déplacées. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé dans les territoires occupés, l'OMS, a dit qu'il est possible d'intensifier la fourniture des aides humanitaires à la bande de Gaza, les portant à 600 convois par jour en vertu de l'accord de cessez-le-feu arraché mercredi par les deux parties en conflit compte tenu de l'ouverture des terminaux. Il a ajouté que l'OMS planifie pour faire entrer un nombre indéterminé des hôpitaux de soins ambulatoires dans le but d'aider le secteur médical détruit à la bande de Gaza. Dans le même contexte, la coordinatrice des Nations Unies pour les efforts humanitaires à Gaza a souligné que l'augmentation des aides à Gaza n'est qu'un préambule à la solution de la crise humanitaire propagée à Gaza. Pas de répit sur le terrain. 9 Palestiniens sont tombés en martyrs à cause des raids israéliens successifs sur le centre et le sud de la bande de Gaza, portant le nombre de martyrs palestiniens depuis l'annonce mercredi de cessez-le-feu entre les deux parties en conflit à 130 personnes. Outre les martyrs, 264 Palestiniens ont été blessés depuis mercredi passé.
Le mouvement Hamas a de son côté confirmé que les efforts des médiateurs ont permis aujourd'hui à l'aube de lever les obstacles apparus en raison du non-respect par l'occupation des termes de l'accord de cessez-le-feu. Le mouvement Hamas a confirmé que les listes des prisonniers palestiniens libérés lors de la première étape de l'accord d'échange dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu seront publiées par l'intermédiaire du bureau des prisonniers selon les étapes et les procédures de l'échange. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, a exhorté Israël et le Hamas à mettre en œuvre sans délai l'accord de cessez-le-feu à Gaza, soulignant la nécessité pour les parties à l'accord d'adhérer à ces dispositions et de fournir un accès complet à l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Dans des déclarations exclusives à American Associated Press, M. Abdelghati a déclaré que l'accord a été conclu grâce à la participation de la médiation de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis, y compris des responsables de la nouvelle administration du président américain élu Donald Trump. Abdelghati a également abordé les déterminants de la position égyptienne sur les développements en Syrie et l'importance du partenariat stratégique égypto-américain. Lors d'un appel téléphonique avec son homologue italien Antonio Tajani, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a souligné la nécessité d'intensifier l'acheminement des aides humanitaires à grande quantité à travers la bande de Gaza au cours de la prochaine phase pour mettre fin à la souffrance humanitaire dans la bande. Abdelghati a souligné que l'importance des efforts internationaux concertés pour reconstruire Gaza et réhabiliter les infrastructures afin de rétablir les conditions à la normale. Pour sa part, le ministre italien a salué le rôle central et les efforts inlassables entrepris par l'Égypte qui ont directement contribué à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a souligné l'importance que l'Égypte attache au démarrage sans délai de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, soulignant la nécessité pour les parties à l'accord d'adhérer à toutes les dispositions conformément au calendrier convenu. Cette déclaration a eu lieu lors d'un appel téléphonique avec son homologue iranien, Abbas Araghchi. Pour sa part, le ministre iranien a apprécié les efforts de l'Égypte pour parvenir à l'accord, faisant l'éloge du rôle central du Caire à cet égard. Au cours de l'appel, les deux ministres ont évoqué l'évolution de la situation dans la région de la mer Rouge et les répercussions des troubles l'année dernière sur la sécurité de la navigation. Abdelghati a exprimé son espoir que l'accord de cessez-le-feu aboutisse au rétablissement de la stabilité et du calme et à réduire l'escalade dans la région de la mer Rouge. Le président libanais Joseph Aoun a confirmé que la confiance du peuple libanais dans son pays est revenue, soulignant la nécessité de restaurer complètement la confiance du monde dans le Liban. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le président François-Emmanuel Macron, le président libanais a confirmé que son peuple a payé un lourd prix ces dernières années en termes d'âme de ses fils et de ses richesses. Mais en même temps, il a réussi à revivre. Le Premier ministre libanais sortant, Najib Mikati, a déclaré que le président français Emmanuel Macron a réitéré son soutien au nouveau gouvernement libanais dirigé par le Premier ministre désigné Nawaf Salem. Najib Mikati a ajouté que Macron comprenait bien la situation au Liban tout en déclarant sa disponibilité à suivre la question des aides financières destinées à reconstruire le Liban détruit par les forces de l'occupation israélienne. Dans ce contexte, Macron a annoncé la tenue dans quelques semaines d'une conférence internationale à Paris pour aider à la reconstruction du Liban qui sort d'une guerre avec Israël. Macron s'est engagé aussi à suivre l'application de la résolution onusienne numéro 1701. Le président français a appelé à accélérer la mise en œuvre de l'accord conclu à l'issue de la guerre dévastatrice entre le Hezbollah pro-iranien et Israël, à laquelle un accord de cessez-le-feu a mis fin le 27 novembre.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé depuis le sud du Liban que l'occupation par Israël de cette région et ses opérations militaires devaient cesser, près de 2 mois après la trêve qui a mis fin à la guerre avec le Hezbollah. M. Guterres a déclaré que la poursuite de l'occupation par l'armée israélienne dans la zone des opérations de la force de maintien de la paix de l'ONU au Liban et la conduite d'opérations militaires sur le territoire libanais constituent des violations de la résolution 1701. Elles doivent cesser. Le chef de l'ONU a tenu ses propos au quartier général de la FINUL à Nakoura, dans le sud du Liban. Sa visite intervient à l'approche de l'échéance pour la mise en œuvre complète de l'accord de cessez-le-feu selon lequel l'armée libanaise doit se déployer aux côtés des casques bleus dans le sud, d'où l'armée israélienne doit se retirer sur une période de 60 jours, soit jusqu'au 26 janvier. L'Union européenne va fournir une aide de 235 millions d'euros à la Syrie et aux pays voisins, selon la commissaire européenne chargée de l'aide humanitaire d'urgence, Hadja Labib. Depuis Damas, vendredi, il s'agit de la première visite d'un haut responsable de l'Union européenne en Syrie depuis la chute du président Bachar el-Assad le 8 décembre. La question brûlante de la levée des sanctions internationales à l'encontre de la Syrie devait figurer au centre de ces entretiens. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doivent examiner de possibles assouplissements auxquels la France et l'Allemagne sont favorables lors d'une réunion à Bruxelles le 27 janvier. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue iranien Masoud Pezeshkian doivent signer en Russie un partenariat stratégique global présenté comme un nouveau renforcement de l'alliance anti-occidentale entre les deux pays. Soumis à de lourdes sanctions internationales qui affectent leur économie, la Russie et l'Iran ont opéré un rapprochement accéléré ces dernières années, en particulier depuis l'assaut contre l'Ukraine. Téhéran et Moscou se veulent des contrepoids avec Pékin et Pyongyang à l'influence américaine. Ils ont tissé des liens étroits dans divers secteurs, notamment militaires, et se soutiennent dans de nombreux dossiers internationaux allant du Moyen-Orient au conflit en Ukraine. Masoud Pezeshkian, arrivé ce matin à Moscou, a déposé une gerbe de fleurs devant la tombe du soldat inconnu et a rencontré le Premier ministre russe, Mikhail Mishustin. Le ministre français des Affaires des Armées, Sébastien Lecornu a affirmé la prise pour cible d'un avion de patrouille maritime français par un radar de l'armée russe alors qu'il survolait la mer Baltique constitue une mesure d'intimidation qui n'est pas acceptable. L'Atlantique 2 de la Marine nationale qui effectue un vol de surveillance dans le cadre de l'opération Baltic Sentry de l'OTAN en réaction aux dégradations de câbles sous-marins dont est soupçonnée la Russie a été victime d'une tentative de brouillage ainsi que d'une désignation par un radar de conduite de tir selon une communication de l'armée française. Ce type d'incident assez grave est assez répandu et dépasse largement les frontières de l'Europe, a estimé le général américain Christopher Cavoli, commandant des forces de l'OTAN en Europe, lors d'un point de presse jeudi à Bruxelles. Une frappe russe a fait au moins 4 morts et 5 blessés en pleine journée dans la ville industrielle de Kryvyi Rih, située dans le centre de l'Ukraine. L'attaque a touché une institution d'éducation et des bâtiments résidentiels selon le gouverneur régional Kryvyi Rih, qui comptait plus de 600 000 habitants avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 et depuis fréquemment visé par des attaques aériennes russes. Peu avant cette frappe,
Europe, l'armée de l'air ukrainienne avait averti que plusieurs missiles balistiques volaient en direction de cette ville. L'armée ukrainienne a quant à elle affirmé vendredi avoir touché avec des missiles au moins un radar de la défense aérienne dans la région russe frontalière de Belgorod, troisième succès de ce type revendiqué cette semaine par Kiev. Des dizaines de milliers d'habitants évacués à cause des feux qui ont embrassé Los Angeles vont devoir patienter au moins une semaine de plus avant de rentrer, préviennent hier les autorités face aux craintes de glissement de terrain ou d'exposition à des substances toxiques. Certains secteurs à la mégapole californienne, depuis une dizaine de jours, ont détruit plus de 16 000 hectares. Les détails dans ce commentaire. Parmi les évacués, la frustration grimpe face aux consignes des autorités locales qui les empêchent de rentrer chez eux, même si leurs maisons ont eu la chance d'échapper aux violents incendies ayant ravagé certains secteurs de la mégapole californienne et détruit plus de 16 000 hectares depuis une dizaine de jours. La situation est trop dangereuse pour le moment, ont expliqué les autorités locales au cours d'une conférence de presse. Les réseaux électriques, de gaz et d'égouts ont subi des dommages considérables. Des déchets toxiques se trouvent partout et le risque de glissement de terrain ou de coulée de boue grandit. Selon un dernier bilan jeudi, au moins 27 personnes sont décédées dans les furieuses flammes qui ont embrasé la ville d'Altadena au nord de Los Angeles et le quartier huppé de Pacific Palisades dans le nord-ouest de la mégapole. Ce nombre de victimes risque encore d'augmenter dans les jours à venir, les équipes de recherche continuant à fouiller les décombres. Des équipes de l'Agence de protection de l'environnement ont entamé des inspections jeudi pour ramasser pesticides, essences et batteries au lithium parmi les montagnes de décombres avant que les débris puissent commencer à être déblayés. Les vents violents qui ont balayé la région pendant plus d'une semaine et attisé les flammes se sont calmés jeudi, aidant les pompiers et plus de 900 détenus venus leur prêter main forte à progresser dans leur opération. Voilà donc, c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention et passez une excellente soirée. Bonne soirée, Imen. Merci, Elham. Merci, mesdames et messieurs, et à tout à l'heure.